Lundi 26 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Merci également à ceux qui nous suivent à la Radio Liberté Kinshasa. Vous nous suivez dans le monde, je disais, sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube en direct. CCTV Ralik officiel. C'est un grand plaisir de vous savoir, en tout cas nombreux, à suivre votre magazine. Nous sommes aujourd'hui lundi, je disais, 26 avril 2021. L'Union sacrée à l'épreuve de l'Assemblée nationale. Ce lundi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde va dérouler le programme d'action de son gouvernement devant les députés nationaux en vue d'obtenir son investiture. Également, nous reviendrons avec ces face-à-face entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, députés nationaux. En tout cas, l'engagement ferme pour Félix, entre autres, c'est la tenue des élections générales en 2023, en tout cas combiné avec les recensements. On en parlera avec nos invités. Et au tout début de cette émission, nous allons aborder la question sécuritaire dans la partie orientale de notre pays, la RDC. Vous le savez, vous tous, nous suivons l'actualité de notre pays, et particulièrement dans la partie orientale de notre pays, certes. Et également, cela, nous allons aborder avec deux invités, spécialement venus pour la circonstance. Entre autres, c'est des rescapés des violences, notamment dans la partie orientale. On va parler avec la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, représentée ici par Madame Rose Kaangou, qui, vous le savez, je crois que tout le monde l'a suivi d'ailleurs, hein, une délégation venue spécialement pour demander l'implication, faire des plaidoyers en vue de l'implication des autorités pour les rétablissements de la paix et de la sécurité dans la partie est de notre pays, la RDC. Parmi eux également, il y a des rescapés, ceux qui ont vécu ces atrocités, ces violences. Ils vont faire leur témoignage tout à l'heure avec, justement, dans cette émission. Je vais recevoir dans la deuxième partie nos confrères, comme pour débattre, analyser. Il s'agira de Eric Wemba et puis Gérard Elenga, qui sont déjà dans nos murs, qui sont sur le plateau et ils vont devoir prendre le relais dans quelques instants. Le temps pour moi de recevoir et de faire lecture également de journaux parus à Kinshasa ce lundi. La référence plus, 6 jours après le dépôt du programme d'action du gouvernement. Sama face aux députés aujourd'hui. Et puis de Kachamata à Kingakati, José Kabila, est-ce une rentrée politique? La relance, Assemblée nationale, Samaloukonde devant les députés nationaux. Congo nouveau, crise de l'Est, Mouzito et Fayoulou promettent de continuer leur combat. Également, la manchette que nous avons reçue ce matin, après sa sortie honorable du gouvernement, Sylvain Seyulunga Nkamba, Jonathan Bielusuka a communié avec sa base de Kinshasa, Félix Tshisekedi, aux députés de l'Union sacrée, donnez-moi ce gouvernement et vous allez voir le travail que nous allons faire. Et pour terminer, le vrai modérateur, Assemblée nationale, rendez-vous aujourd'hui pour l'audition du programme de gouvernement. Blocage de l'investiture du gouvernement, Félix a décidé d'affronter les députés frondeurs. Voilà, Madame Rose Kaangou, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci. Monsieur Jérémy Koulé-Mboueti, c'est cela? Bonjour. Oui, bonjour. Également Monsieur Jackson Magnoro, bonjour. Bonjour. Et vous êtes voilà, activiste. Oui. Je rappelle que Monsieur Jérémy Koulé-Mboueti, il est rescapé, l'un des rescapés. Voilà, Madame Rose Kaangou, je vais commencer par vous. Finalement, quelle est la mission officielle que vous conduisez à Kinshasa? C'est vrai que vous êtes basé, hein, vous êtes de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, basé à Beni-Boutembo, mais vous êtes à Kinshasa. C'est pour quelle mission? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais rendre un vibrant hommage et je voudrais remercier les dames qui se sont déplacées jusqu'à Beni, à commencer par Honorable Eve Bazaïba, aujourd'hui Excellence Eve Bazaïba, avec d'autres dames, grandes dames. Marie-Madeleine Kalala, Marie-Louise Mouangé, qui ont été à Beni, qui avaient fait Julien Luceng également. Voilà, de la Sofepadi, pour combattre avec la population. C'était l'année passée, je crois. Je remercie également l'honorable Christelle Wanga, voilà, qui est déjà engagée à partir du moment où on a pris contact, à partir du moment où on lui a parlé de la question, en sa qualité de présidente de la commission droits humains au sein de l'Assemblée nationale. Nous remercions aussi Afia Mama qui ne cesse de s'impliquer pour faciliter ce plaidoyer. En fait, nous sommes ici à Kinshasa dans le cadre de rappeler aux autorités et de pouvoir considérer la question de l'insécurité comme une priorité des priorités.
Et la population a constaté à un certain moment un délaissement dans les chefs des autorités du pays. Et la population a senti également un délaissement, a manqué cette solidarité de la part des frères et sœurs de l'Ouest. Et ce qui l'a poussé à pouvoir contribuer les frais de déplacement pour nous, parce qu'il faut le dire, c'est une mission qui a été rendue possible grâce aux contributions de la population de la ville de Butembo, qui connaît une petite accalmie par rapport à celle de Beni. Et la population nous a envoyé pour que nous puissions venir rencontrer le président de la République, lui rappeler certaines choses qu'il a promises en fait, par rapport à tout ce qui est stabilité de l'Est du pays. Et nous avons aussi le devoir de rencontrer d'autres personnalités nationales et internationales, chacune de ces personnalités dans ce secteur, avec une note de plaidoyer spécifique, parce que la question de l'Est étant complexe, nécessite des efforts autant au niveau international que national. C'est pourquoi nous allons, à part les autorités nationales, rencontrer aussi les corps diplomatiques présents à Kinshasa pour leur parler de ce qui se passe et leur parler aussi des causes qui cadrent presque avec leur mission, et pour les demander aussi de pouvoir activer, en fait, mettre toutes les batteries en marche afin que la vie des populations de Beni soit sauvée. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui nous comptons plus de 4200 personnes massacrées. C'est en fait une situation horrible et difficile à présenter qui se passe. Et on a senti que certaines personnes n'ayant pas assez de formation tiennent un langage de nature à encourager l'ennemi à pouvoir se stabiliser, à pouvoir se calmer, de nature à placer l'ennemi dans une situation d'aisance et de calme là où il travaille. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous avons aussi ce devoir-là d'aller demander à nos frères de l'Ouest de pouvoir se joindre à nous pour que nous puissions montrer à cet ennemi que nous sommes solidaires. C'est d'ailleurs un devoir que nous impose la Constitution à son article, je crois, 63, qui nous demande d'être solidaires en tant que Congolais lorsque notre pays est menacé. Ce qui se passe à Beni était une guerre, était une agression en fait, qui vise à prendre une partie de notre terre. Et nous devons nous mobiliser tous sans distinction d'appartenance et de tribus. Nous devons éviter des langages de nature, des genres, les gens de l'Est s'entretuent parce que nous n'avons jamais vu des gens s'entretuer. Et si nous constatons qu'il y a certaines personnes du terroir qui peuvent être là à collaborer avec l'ennemi, que nous puissions nous mobiliser tous afin que ces gens soient déférés devant la justice et que la paix revienne, parce qu'il s'agit des questions de vie, et qui ne demande pas de nous, en fait, de diverger ou de faire des divisions, d'entretenir des divisions entre nous. Très bien. Jérémy Koulimboueti, avant que nous prenions la parole, vous êtes rescapé, vous avez vécu cela. Jackson, finalement, pour compléter un peu Madame Rose, comment vous vivez un peu la situation sur place, à Beni, à Butembo, même loin, Ituri, il faut quand même dire. Hein. Tout à l'heure, Madame Rose parlait de la thèse de la balkanisation. Est-ce vrai? En fait, ce qui est vécu à Beni, c'est une situation créée par l'ennemi pour essayer un peu de créer la terreur dans le chef de la population. Oui. Et cette terreur est créée pour que cette population puisse quitter son milieu naturel. Donc abandonner les terres pour que des gens réoccupent. On exige une situation invivable à la population pour que celle-ci se déplace et qu'elle abandonne tout ce qui l'aide à vivre. On connaît que Beni, surtout Beni territoire, que les gens vivent grâce aux champs. Oui. Les gens vivent grâce à l'agriculture, le cacao, le maïs et consorts. Alors aujourd'hui, ils ont été obligés de laisser tout ça et d'aller vivre ailleurs. En Ituri, là où on a pour chasser les gens, Mambelenga, Ituri et ailleurs, c'est la même agriculture qui permet à la population de vivre. Aujourd'hui, cette population est contrainte de quitter son milieu naturel pour aller s'installer ailleurs. En fait, nous sommes... Mais finalement, qui est cet ennemi, en fait, la question qui s'en pose? En fait, l'ennemi
sur même base des investigations que nous avons menées sur le terrain, l'ennemi arrive dans la région. En fait, la situation commence dans la région après la chute du M23 à Goma. Oui. En fait, chute du M23 à Goma, Goma-Rutshuru, il y a une défection de certains officiels qui sont allés en Ouganda et au Rwanda. L'ADF vivait dans la région, mais ne tuait pas les gens à l'époque. Et juste après la défection du M23, l'ennemi est venu avec ses modes opératoires, qui est d'ailleurs similaire à celui qu'utilisait le M23 dans cette partie, donc à Rutshuru et Goma. Et je crois que donc ce sont métamorphosés un peu avec les ADF. Voilà. Les ADF, alors en réalité c'est pas les ADF. Voilà, il est venu suppléer, l'ADF et mettre son mode opératoire qu'il utilisait pourtant à Goma pour essayer un peu de créer une certaine confusion dans le chef de la population, des services de l'État, pour essayer un peu de camoufler son identité. Exactement. Voilà. Alors, nous sommes venus à Kinshasa pour demander à ce qu'il y ait une mobilisation nationale sur la question de l'Est. Parce que nous avons constaté que avec l'Ouest, c'est pas tout le monde, mais au moins il y a des gens qui continuent à banaliser la question de Béni. Un désintérêt aussi. Hein. Un désintérêt bien sûr, mais surtout la banalisation. Quand on dit que là-bas les gens s'entretuent, là-bas les gens construisent sur les sangs de leurs frères, nous pensons que ces langages-là, à ce stade, il serait important que nous puissions l'abandonner, afin que tous nous regardions dans une même direction pour trouver une solution pour la question de Béni. Parce que sans Béni, cette république est infirme. Sans Béni, cette république, on va lui trancher un membre de son corps. Cette république ne sera plus entière si on lui tranche Béni. Si on coupe Béni de la République démocratique du Congo, alors vous savez ce qu'il y aura. RDC, hein. Voilà, ce ne sera plus la RDC qu'on a connue. Donc, la question actuellement, elle est d'ordre national et nous devons donc nous mobiliser tous pour que nous puissions trouver une solution et une solution qui soit durable pour que cette population qui est en train d'être meurtrie à Béni puisse retrouver la sécurité dont elle a besoin, la sécurité qui est devenue une denrée rare pour cette population. Très bien. Et pendant plus de 7 ans. 7 ans. Pendant plus de 7 ans. Déjà, vous sentez ce que ça donne pour une population qui a souffert pendant 7 ans. Avec les atrocités, on égorge les gens comme des chèvres. On égorge les gens comme des... Et voilà, oui. Ça crée beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences au niveau psychique, au niveau mental, au niveau même social. Voilà. Voilà. Jérémy Koulemboiti, vous êtes rescapé. Racontez en quelques mots d'ailleurs, vous qui êtes rescapé, comment vous avez vécu ça? Effectivement, je suis rescapé du massacre en territoire de Béni, précisément secteur de Rwenzori. Nous avons vaincu cette situation et si nous sommes arrivés ici, c'est pour donner un témoignage qui est très clair, vraiment parce que, étant donné que nous avions vaincu la situation, on revenait du champ, nous étions au nombre de 10 personnes et tout à coup, moi j'étais derrière, tout à coup nous avions vu le groupe des militaires sortir dans la brousse, vêtus à tenue militaire, ils portaient des armes en feu, et des hanches et des machettes. Subitement, ils ont commencé à décapiter le groupe qui revenait du champ où j'appartenais. Et quand nous avions vu la situation si tellement grave, j'avais eu l'occasion de s'éclipser dans la brousse et observer de quoi il s'agissait. C'était des problèmes très sérieux, on égorgeait, mon épouse était là, mes 2 enfants, ce jour-là, j'avais perdu 9 membres de la famille, moi j'étais le 10e, et j'avais eu l'occasion de s'échapper la situation. Mais sinon, nous vivons une situation qui est très, très, très grave, qu'on ne parvient pas à comprendre. Comme le frère venait de dire. Et ces gens-là, avec quelle tenue militaire, de FARDC ou d'autres tenues par exemple? Effectivement, ces tenues militaires des FARDC. Alors, curieusement qu'ils avaient des machettes. Nous, on pensait que peut-être ce sont nos FARDC qui sont en mission de patrouille. Oui. Mais quand on a vu des machettes, des haches et commencer à décapiter, éventrer nos mamans, vraiment, c'était tellement
problématiques et on ne parvient pas à comprendre. Et pour le moment, nous vivons une vie qui est tellement misérable. Nous sommes délocalisés dans nos champs, nos habitations, on a laissé. Pour le moment, nous vivons à Beni, les orphelins, là on n'en parle pas, nous sommes tellement délaissés. Alors c'est ici que nous sommes arrivés ici à Kinshasa, c'est pour essayer de solliciter et voir où nous pouvons toquer pour que nous puissions avoir une aide, étant donné que la partie de l'Est vraiment souffre et on ne parvient pas à comprendre. Merci Jérémy, je sens déjà que c'est dur. Madame Rose, on va terminer par vous, hein, mais aussi le rôle de la MONUSCO. On a vu des manifestations à Beni, des élèves d'ailleurs qui réclamaient le retour de la paix. Le rôle de la MONUSCO, finalement, en termes de solutions, vous qui êtes là, qu'est-ce qu'il faut prioritairement faire pour que finalement qu'il y ait au moins la paix en termes de protection des populations civiles? Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord dire qu'à part ces chiffres que nous avons avancés par rapport aux morts décapités, aux personnes décapitées, plutôt égorgées par l'ennemi, il y a aussi des chiffres non négligeables des militaires qui tombent sur la ligne de front. Exactement. Parce qu'ils sont aussi nombreux. Les FARDC enregistrent des pertes énormes à cause effectivement de l'infiltration des FARDC par l'ennemi. Et c'est ça même la première réponse. Que faire? Et je crois qu'il faudrait que les chefs de l'État prennent courage de pouvoir assainir notre armée. Notre armée est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. S'il faut qu'on parle seulement du commandement des opérations Sokola, nos enquêtes, nos investigations ont montré que le commandement est infiltré à 69%. C'est-à-dire tous les chefs des régiments, vous savez, vous avez déjà été à Beni, il y a des régiments, il y a un commandement de toutes les opérations. C'est vraiment presque à 70% infiltré par les gens. Donc ces gens qui sont censés combattre l'ennemi sont en connivence avec l'ennemi. Donc ça devient compliqué. Infiltré comment? À travers le mixage et brassage, lorsque notre gouvernement de l'époque s'était permis de faire entrer des étrangers dans notre armée. Et l'armée qui est pourtant une institution très sensible, mais on s'est quand même permis de faire cela. Et la majorité des officiers sont des étrangers. Des étrangers, comme vous l'avez, malheureusement, comme Jackson, mon collègue Jackson venait de le montrer, l'ennemi aussi est de la même nationalité que l'étranger. Ce qui fait que nous puissions, les FARDC puissent acquérir des pertes énormes, parce que toutes les fois qu'au niveau des opérations, on monte des stratégies, ces stratégies-là sont transmises directement à l'ennemi, et ce sont des convois de militaires qui sont aussi attaqués, à part les massacres des civils. Nous enregistrons aussi plusieurs fois les attaques de convois des FARDC. Ce sont aussi nos enfants. Ce sont des jeunes qui se sont fait recruter au sein des FARDC par amour du pays, par patriotisme, pour aller sauver les vies des populations de Beni, ou peut-être pouvoir défendre l'intégrité nationale. Nous devons agir, et c'est ça donc la première solution. Ce n'est pas facile, je sais, pour le président ou soit le gouvernement, parce que c'est ce phénomène entretenu est difficile à déboulonner, mais c'est facile, ce n'est pas quand même impossible. Nous pensons que même si on peut chercher des partenaires ailleurs pour soutenir l'armée ou l'éradication des FARDC, tant que l'ennemi est en sein des FARDC, il sera toujours difficile de mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui tue à Beni. Deuxième solution, il faudrait que les gens puissent répondre aux revendications de la population. Sans leur collaboration, la guerre, la victoire ne sera pas certaine. En fait, même le chef de commandement a toujours dit, des opérations Sokola a toujours dit qu'aucune guerre n'a été vaincue sans collaboration avec la population. Et quand la population présente ses revendications, il ne faut pas aussi les banaliser, parce que par exemple, si je faut parler de la MONUSCO, en fait, pour nous qui vivons à l'Est, nous ne voyons pas son importance. Plutôt, nous voyons un certain degré de complicité. Bon, on n'a pas le temps de démontrer cela. Peut-être qu'on aura une occasion de pouvoir montrer, parce que nous avons des éléments, nous venons du terrain et nous avons mené des investigations objectives pendant plus de 3 mois sur le terrain. Nous avons rencontré les militaires, nous avons rencontré les civils, et donc on aura le temps de pouvoir parler de cette
situation. Troisième solution, il faudrait terminer par là. Voilà, peut-être je vais terminer par là. Il faudrait que on puisse jeter un coup d'œil sur la logistique. Comment sont gérées les ressources disponibilisées pour les opérations Sokola. Il y a trop de détournements au niveau de la logistique, parce que la logistique est gérée ici à Kinshasa, ce qui fait qu'il y ait un système de détournement, et les militaires qui sont dans la bourse ne mangent pas, ne trouvent même pas de rations. Il y a des officiers qui se permettent même de vendre la ration des militaires, et les militaires, selon les investigations, ne reçoivent que la ration pour 5 jours sur les 30 jours qui composent le mois. Et donc les 25 jours, les militaires ne mangent pas, qui sont sur la ligne de front. Donc au niveau des opérations, il y a aussi... Merci. Madame Rose, je vais vraiment m'excuser parce qu'on n'est pas à ce temps. On va organiser avec vous, avec Madame Christelle Vanga aussi, d'autres émissions élaborées pour que nous puissions approfondir. Je connais parce que j'ai été là-bas avec vous. On a pu rencontrer les rescapés, les orphelins, à Ouécha, on était là, Triangle de la mort, comme on dit. Déjà, attendre de Kinshasa, mais nous avons vécu cela. Merci beaucoup, Madame. Merci à Jérémy, merci également à Jackson et Jérémy. Nous aurons le temps de nous revoir pour essayer d'approfondir ces questions. Déjà, c'était une alerte que vous avez lancée. Nous vous le promettons. Merci à vous trois. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était les cris de cœur de population de Beni, Butembo. Je crois que nous aurons le temps de les approfondir dans une émission élaborée. Nous prendrons peut-être 45 minutes, 1 heure, pourquoi pas aussi pour en parler. Ce sont des gens qui ont vécu. Nous, on défend, on attend parler de Beni, de Butembo, de massacres. Mais là, ce sont des gens qui viennent de là, qui peuvent nous raconter ce qui se passe réellement et des solutions à apporter par rapport à la crise sécuritaire dans la partie orientale de notre pays, la RDC. Les temps que Eric Iwemba et puis Gérard Elenga puissent nous rejoindre sur ces plateaux de kiosques. Je rappelle également et nous remercions également, en tout cas, l'initiative, l'appui de l'honorable Christelle Vanga par rapport à cette démarche de ces plaidoyers que mènent ces personnes, ces femmes rescapées, ces personnes rescapées de massacres, notamment de violences dans la partie orientale de notre pays, la RDC. Nous aurons le temps de nous retrouver très prochainement. Je rappelle que nous allons aborder avec eux 2 problématiques. Il s'agit de l'audition du programme du gouvernement et également probablement l'investiture, c'est ça ce qui dit la loi. Et aussi nous revenons sur ces face-à-face entre Félix Antoine Tshisekedi et les députés nationaux sous la bannière de l'Union sacrée de la nation. Puis Gérard Elenga, bonjour. Bonjour Michel Kouaka. Merci de répondre à l'invitation. Merci également à nos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Heureusement que nous avons pu aborder ces questions de problématiques. Vous avez suivi ces témoignages? Non, mais écoutez, moi je vous dis que quand la dame parlait, j'ai des larmes aux yeux. Nous n'avons cessé jamais de le dire. Et tout ceci, c'est l'ERCD. C'est l'ERCD Goma de Rubero. Avec vos fameux concepts brassage et mixage. Vous nous avez rempli des Rwandais, des étrangers, dans l'armée, et ce n'est pas nous, parce que nous habitons Kinshasa. C'est révoltant, Michel. Yoga Madame Nengazoloba. Alors, l'armée est infiltrée à 70%. Et à quel niveau? Au niveau du commandement même. L'opération Sokola, qui combat les ADF. Qui combat les ADF, mais cette opération... qui est censé être parmi ces gens-là qui infiltrent l'armée. Maintenant, nous irons comme ça jusqu'où? C'est pourquoi moi je dis au président de la République que vraiment Félix doit prendre tout son courage, et ce serait même historique. Il faut nettoyer cette armée, envoyer certains généraux affairistes à la retraite même, anticiper, et tous ceux qui sont soupçonnés, que la justice militaire puisse s'en charger. Parce qu'avec une telle situation, nous allons combattre. Vous allez demander à Félix d'aller à Beni. Vous allez demander même à toute l'armée d'aller à Beni. Mais quand la situation serait toujours comme ça, avec toutes ces infiltrations dénoncées par ceux-là même qui vivent à l'Est, la chose ne va pas changer, et c'est tellement regrettable. Donc il est temps que les institutions du pays, le Parlement doit jouer son rôle, le président de la République, le gouvernement, qu'on puisse nous nettoyer ces étrangers qui ont rempli notre armée et qui sont en train justement de jouer au jeu de l'ennemi. C'est triste, j'avais de larmes aux yeux. Merci beaucoup. Eric Wemba.
Un petit commentaire oui, l'infiltration, c'est qu'à dire. Vous avez écouté, hein, comment ils opèrent. Mais je voudrais quand même porter un petit bonbon. L'infiltration ne commence pas seulement avec les brassages. C'est depuis l'entrée de l'AFDEL dans ces pays que l'infiltration a commencé. Nous avions accepté à l'époque de l'AFDEL qu'on puisse avoir un chef d'état-major rwandais, James Kabarebe, qui s'est retrouvé ministre de la Défense. Ils ont humilié nos militaires, ils les ont amenés à Kitona. C'est de là qu'a commencé l'infiltration. Mais aujourd'hui, on doit mettre fin à cette infiltration. Au-delà de l'infiltration, il y a ces affairistes-là. Oui. Donc, on a évoqué d'ailleurs aussi. On ne peut pas comprendre quand même que certains généraux qui ont été nommés sont cités dans certains rapports, comme Tango Fort. Il est cité dans certains rapports compromettants, mais ils sont là-bas. Est-ce qu'avec ces personnalités-là, ces affairistes-là, on peut gagner la guerre? Parce que quand un militaire a beaucoup d'argent, il n'a plus besoin d'aller au front. Parce qu'on ne comprend pas. Vous voyez qu'il y a un problème sérieux. Quelqu'un est nommé général, mais il danse comme une fête, il ne prend pas la mesure de la situation. Et c'est très grave. Et aujourd'hui encore, l'image quand même, on a vu les vieux Mbosso. Je ne sais pas si on les prenne comme ça. Non, on a vu les gens danser. Non, il faut que... Moi, ce que j'ai vu, parce que je suis passé par les palais du peuple, j'attends de ces gouvernements une certaine prise de conscience. On en parle d'ailleurs. Hein. Non, on parle même des bénis. On invite les familles qu'on sort. Et c'est comme si tourne à sur coquille. Voilà. Et ils savent qu'il y a des grandes responsabilités. Nous les attendons sur les fronts sécuritaires. On en parle tout à l'heure. Je crois que tout à l'heure, c'est la présentation du programme d'action du gouvernement Samuel Okone. Construire un État fort, prospère et solidaire entre 2021 et 2023. C'est donc le titre de ce programme. Ce sont 4 pages réparties qui s'appuient justement sur 15 piliers et ce sont 2 axes qui sont également des actions, mais qui ne sont pas chiffrés, il faut quand même dire. Un programme donc ambitieux qui a entre autres mission, d'abord organiser les élections générales de 2023, y compris les recensements, réhabiliter les infrastructures, améliorer les recettes par l'unification de régies financières, l'informatisation de la chaîne des recettes, la réforme de l'IGF et Cour de compte, entre autres, je disais tout à l'heure. Mais la grande question, puis Gérard Elenga, oui, ambition. Un programme ambitieux, on le sait, on sent qu'il y a une volonté de changer les choses, mais il faut des moyens qui doivent s'en suivre. Vous avez un programme qui va s'atteler également, qui va se baser sur un budget 2021 chiffré à moins de 7 milliards $. 3 milliards 500. 3 500, je crois. Bon, Michel, rapidement, parce que ça me tient à cœur, je réponds à la question. Vous avez des généraux qui vous dansent comme Wemba était en train de le dire. Bah généraux mibimba, bah musicien, bah bois kakabango, bah général Raus, bah ville général Tango Fort, bah tubazana bah bal, bah tubazana bah musique, bah zoké bah concert. Ces gens-là leur cœur à l'époque de Mobutu, yoyoka un général Nzimbi, yoyoka mayel, bah zoyembaga bah musicien. Alors nous avons un sérieux problème dans ce pays. Cet État, ce pays est à refaire sur tous les plans. Je dis à Tshisekedi, renvoyez-nous ces foutus généraux parce qu'ils ne font presque rien. Voyez seulement leur ventre. Un général, comment il peut avoir un gros ventre? Il va courir comment au front? Il ne faut même plus les foutus. Il ne faut même plus les foutus. Les généraux se vêtissent comme nous là. Aux hommes, la générale à la Tibisobo. Non! Ça ne va pas, ça ne va pas. Boucles dorées, et vous passez, arrête Tango Fort, ils mettent les généraux. Les généraux ont de l'argent, ont des femmes, ont tout. Et ces gens-là ne peuvent pas avoir le cœur à l'œuvre, comme on le dit. Ils ne peuvent rien penser de ce qui se passe à Beni. Non, on a qui croient que non. Ils vont pas que la guerre finisse parce que c'est les... Ils ne peuvent pas. Les généraux qui ont des carrés miniers, qui ont presque tout, ils sont dans la vente des armes, dans la vente des minéraux, de tout ça. C'est compliqué. Je reviens par rapport au gouvernement. Sur le plan conceptuel, il faut quand même faire la part des choses entre un programme du gouvernement et la loi des finances que nous appelons généralement le budget de l'État. Le programme jusque-là, il reste un tout petit peu philosophique, s'il faut le dire. On présente les grands axes qui feront qu'on puisse s'abattre sur ça. Maintenant, quand viendra maintenant le budget, on va essayer un peu de chiffrer là-dessus, parce que je sentais aussi ces débats déjà venir. Oui. Un programme non chiffré, non. Le programme, on ne le chiffre pas comme ça. Mais maintenant, le programme, il est ambitieux. Il faudrait qu'il y ait maintenant des moyens. Vous avez suivi Tshisekedi lui-même dire que donnez-moi ce gouvernement à travers l'investiture qu'il demandait aux députés nationaux pour qu'ils puissent atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, notamment par rapport à cette question de la paix au niveau de l'Est du pays. Nous avons le programme des élections.
Je le disais ici sur ce même plateau que Tshisekedi n'avait pas peur des élections. Vous avez même suivi dans son langage. Il a dit que j'irai tête haute. C'est-à-dire qu'il est sûr s'il partait, il pourrait aussi gagner ces élections-là. Et quand les gens parlent des élections, je veux faire une petite incursion pour dire que, au-delà de parler, je vois les Fayoulou en train d'organiser les marches de soutien, quelque chose de bien. Je vois les autres sur les plateaux de télévision parler. Mais vous oubliez le travail qu'Augustin Kabou est en train de faire sur le terrain. Ce qu'Augustin est en train de faire là, c'est la préparation des élections. C'est la préparation des élections. Alors je dis à d'autres partis, en même temps que vous réclamez les élections, en même temps, préparez-vous aussi pour ces élections-là. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance au gouvernement Samaloukonde, parce qu'il ne faudrait pas être aussi pessimiste devant une question qui n'est pas encore résolue, qu'on puisse les voir à l'œuvre. Seulement, je le dis, que moi personnellement, comme journaliste et leader d'opinion, je serai très dur avec les membres de ce gouvernement. À commencer par ma mère, Maman Eve Bazaïba, je serai trop dur envers elle, je serai trop dur envers comment il s'appelle, Moïndo Nzangi, et tous les autres là, qui n'excusaient pas. Parce que quand on est à l'extérieur, on parle, et quand on est à l'intérieur, c'est maintenant un autre discours. Nous voulons les voir à l'œuvre, chacun dans son secteur respectif, pour donner solution aux problèmes des Congolais. Et je pense que si les moyens sont là, effectivement, avec un minimum de volonté politique. Parce que tout ce qui manque chez nous, c'est ça. Alors, tu sais qu'il dit, comme il donne quand même des présomptions d'avoir cette volonté politique, et qu'il se cherche maintenant des moyens pour nous donner des solutions. Parce que actuellement, Michel, il faut le dire, aucun secteur ne marche. Aucun, et alors aucun. Vous n'avez qu'à voir la ville, les routes, les ceci, la vie sociale, l'économie, tout est par terre. Il faudrait vite l'investiture de ce gouvernement, je crois. Ça, Maëla, déjà, on a vu les membres de famille et des calicots en train de chanter comme si, comme Wemba le disait, c'était notre tour. Au lieu de penser d'abord l'État, parce qu'être ministre, c'est une responsabilité de l'État, et puis ensuite qu'ils se mettent au travail, on va les juger à l'œuvre. Très bien. Eric Wemba, c'est cela aussi le grand défi. Hein. Oui, les ambitions, oui, exprimer les actes, les actions qu'on doit faire, mais il faut aussi la volonté de pouvoir le réaliser, et surtout également les moyens pour le réaliser. Oui, les spectacles, moi je pense qu'un des problèmes aussi des ministres là, c'est de savoir se choisir des collaborateurs. Vous voyez, on est très mal parti. Il y a eu un programme qui a été distribué. Et ce programme a été critiqué, en tête on mettait l'union sacrée, on a mis la signature du président, et les gens ont dit même que ça a été corrigé. Ça a été corrigé, mais ça prouve en même temps l'amateurisme autour des gens qui entourent nos chefs. Les choix des collaborateurs, pas des membres des familles, on doit insister sur cela, parce que maintenant le défi est grand, on ne doit pas considérer comme les ministres là comme un moyen de trouver l'emploi. Quand j'attends Augustin Kabou dire un jour, je resterai ici tant que les membres, tant que tous les combattants n'auront pas les postes dans les cabinets. Ce n'est pas ça ce qu'on attend du parti au pouvoir. Il faut une grande vision pour créer de l'emploi. On ne résout pas les problèmes de l'emploi en mettant les gens dans les cabinets ministériels. Encore qu'il y a des sérieux problèmes de frais de fonctionnement aujourd'hui. Donc même si vous mettez les Congolais dans ces 50 000, vous ne résolvez pas les problèmes de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut des politiques courageuses pour créer de l'emploi au Congo. C'est ce que nous attendons. Félix Tshisekedi, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'il a remporté... Maintenant, en 2 ans, en 2 ans, il faut réaliser des Félix Tshisekedi, il faut reconnaître... Si on prend par exemple les élections qui sont prioritaires aujourd'hui, générales, y compris les recensements, c'est ça que veut ce gouvernement finalement, est-ce que ce sera possible en 2 ans? Non, bah, jusque-là, l'ONIP n'a pas encore de moyens. On parle du recensement. Il ne s'agit pas ici de donner des discours. Les DG de l'ONIP se plaignent, il n'a pas le moyen jusque-là pour organiser les recensements. Nous devons quitter ce stade de la campagne électorale, où il n'y a que des promesses. Quand on est au pouvoir, on se comporte plus comme candidat à l'élection présidentielle. Il a donné les moyens à l'ONIP, il a donné les moyens à la CENI. On dit plus ou moins 300 millions de dollars, je crois. Il faut ces moyens-là. On ne se limite pas au discours. Mais nous attendons, j'ai dit il y a une victoire politique, mais une victoire politique face au FCC que Félix a remporté. Mais une victoire politique n'est qu'une victoire si elle se concrétise sur le plan social. Les Congolais attendent des solutions à leurs problèmes quotidiens. La vie est devenue chère. Vous allez, les prix augmentent tous les jours. En même temps, il y a un couvre-feu. Chaque soir avant de passer, il faut sortir 2000 francs. Je pense qu'une des premières mesures qu'on peut demander, qu'on puisse lever ces couvre-feux-là, parce que ça devient vraiment un moyen où il y a des péages dans tous les coins de Kinshasa. On doit y mettre fin. En tant que Congolais, en tant que citoyen, même si j'ai certaines inquiétudes, on ne peut que souhaiter bon vent à ces gouvernements. Mais cela ne nous ferme pas les yeux de voir quand même des éléments qui inquiètent. Les spectacles qui s'offrent au palais du peuple là. Non, on doit cesser de considérer la fonction politique comme une bénédiction divine. Félix l'a dit, hein, il faut être virulent, il faut critiquer, il ne faut pas... Au service du peuple. Mais on a vu les députés hier rencontrer les chefs de l'État. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont vraiment changé? C'est les discours du chef de l'État. On sait ce qui se passe, les phénomènes des invisibles là. Il faut que les députés qui viennent à l'Assemblée cessent de faire les chantages
à chaque fois qu'il y a investiture, à chaque fois qu'il y a les budgets. Non, ce sont les enfants gâtés de la République. Moi, j'étais scandalisé, surtout au niveau provincial, quand j'ai vu les griefs retenus contre Godin Bouy. Vous voyez, ils disent, nous sommes maltraités. J'ai mené mes investigations, ils gagnent 8200 $. Imaginez que dans un pays où les gens ont des salaires de 100 $, toi tu gagnes 8200 $, tu dis que tu n'es pas bien traité. C'est quand même une insulte vis-à-vis de la population. Donc nous estimons, nous attendons ce gouvernement-là, même s'il y a des petites inquiétudes, nous ne pouvons que souhaiter que ce gouvernement-là s'attaque aux vrais problèmes du Congo. Et ils doivent assumer maintenant leur bilan. On n'a plus à nous dire maintenant... La priorité, c'est la sécurisation de partie aide du pays. La priorité, c'est les élections de 2023 générales. C'est ça aussi important. Non, il est Félix aujourd'hui le ministre des Finances. Il a le premier ministre. Ça posait problème. Tantôt c'est Célé qui bloquait. Tantôt c'est... Tous ces prétextes-là sont levés. Nous attendons des solutions à nos problèmes. Comme a dit P. Girard, nous serons très regardants, très sévères. Pas seulement vous, le peuple congolais. D'ailleurs, Félix l'a reconnu devant le député. Il a dit, tout ce que nous faisons maintenant, le peuple nous observe. Et nous, on n'a pas droit à l'échec. 2 ans qui restent. Effectivement, nous là, comme premier conseiller de Félix, c'est-à-dire que les gens qui se sont donné ce travail-là pour sa réussite, j'ai toujours dit qu'une fois Félix réussit son mandat, ce n'est pas lui. Pour Félix, ça bonga là déjà kalanengazana, banzala, bandaku, bamituka, voyage, ce n'est plus son affaire. Sera longu président, à Kena Sénat comme sénateur à vie. Mais et cause le bonheur de tout un peuple. Voilà pourquoi quelque part les gens pensent que nous disons ceci parce qu'on a des intérêts qu'on veut tirer, tout ça. Il est ici question de la survie et de la vie du peuple congolais. Et il ne faut pas badiner avec. Vous parliez de 300 millions, nous avons suivi tous les DG de l'ONIP, mon cher ami. Prenons l'argent entre guillemets détourné par l'équipe de 100 jours, le procès de 100 jours. Vous prenez l'argent de la gratuité de l'enseignement. Vous prenez tous ces autres millions que nous attendons par-ci, par-là, détournés et ainsi de suite. Ce qui va donner 300 millions de $, à l'ONIP pour nous faire le travail de recensement. Est-ce que ça va poser problème? Pratiquement 1 année et demie, c'est que l'estimation en termes de temps. Parce que même le DG de l'ONIP était clair, le président lui-même était clair aussi. Il a dit aux députés que je suis pour les élections en 2003, mais en même temps, pour qu'on sache, qu'on puisse recenser, il a souligné une phrase en disant qu'on sache qui est Congolais et qui ne l'est pas. Une parenthèse rapidement, c'est là où, sur ce point, je suis opposé à Félix Tshisekedi. Parce que ce n'est pas une contradiction. En fait, quand il dit veut savoir que nous sachions qui est Congolais et qui ne l'est pas, c'est pourquoi j'ai dit les réformes. C'est un piège. Justement, les réformes passent par le Parlement, ce que nous connaissons, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sur cette question, même nos fameux députés ici qui se comportent comme les enfants nourris par le lait de la République, et comme disait Wemba ici, ils croient qu'ils sont spéciaux, surtout avec les députés du Grand Nord, irresponsables dans leur position. Vous refusez l'investiture, en même temps vous demandez que vous ayez un interlocuteur en termes de ministre de la Défense, intérieur, tout ça. Mais il faut passer d'abord par l'investiture du gouvernement pour avoir cela. Mbosso avait raison, ils doivent quitter les députés de l'Est, ils doivent quitter les groupes armés. Et voilà, aujourd'hui, ils nous prouvent par ce comportement irrépublicain de pouvoir refuser de venir investir le gouvernement. Donc, j'étais en train de dire que sur cette question de nationalité, j'ai dit au président de la République, je ne suis pas pour. Moi, je ne suis pas pour. Avec tout ce que les amis de l'Est viennent de dire ici, avec tout ce que nous voyons comme infiltration dans l'armée, et aujourd'hui, là, on déverrouille l'article 10, on laisse maintenant la double nationalité. Je pense que c'est moins prudent. Pour Félix, il ne serait pas que ceci ne soit pas une question précipitée. À la limite, si on veut maintenant que cette question de double nationalité puisse maintenant être ouverte chez nous, mais qu'on puisse verrouiller ça au niveau des fonctions politiques. Pour comme un député, ministre, tout ça, Congolais de père et de mère, mais en double nationalité. Là, c'est la thèse de... oui. Non, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes dans ce pays, Michel. Oui. On est à l'AE, à l'ouverture de l'audience de confirmation des charges de Tangada. Tangada est plutôt rwandais. Posez-moi la question, où se trouve Gilles Mouteboussi? Où se trouve le fameux général, comment il s'appelle? Qui nous a amené tout ce qui est de Laurent Koundou se trouve où? Moïndo Nzangi. Mais écoute, un député du MLC en 2011 arrêté au Rwanda. On arrive là-bas, la délégation de MLC arrive, la délégation parlementaire pour réclamer les députés. La justice rwandaise leur répond, oh, Hazard rwandais, Hazard congolais. Alors, voyez un peu, nous sommes dans quel pays? Et si on veut se précipiter sur la question de la double nationalité, on aura des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens ici. Et vous avez vos voleurs politiciens qui détournent l'argent de l'État. Ceux qui ont poste, Wana Bango, Bazara Congolais 100%. Non, je suis américain, j'ai le passeport canadien, j'ai ceci. Donc, la question doit être à messieurs les députés, vous là, les élus du peuple, sénateurs et députés,
Dans les réformes, prenez cette question avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de sérieux, parce que c'est une des questions qui nous amène ce manque de paix que nous avons au pays. Donc la double nationalité doit être bien pensée, déverrouiller l'article 10 si vous voulez, mais verrouiller ça au niveau des fonctions politiques ne peut accéder là que celui qui a la seule nationalité. Entre autres propositions, mais le piège aussi, le piège aussi, Eric Wimbass, par rapport à l'élection générale 2023 avec le recensement, est-ce qu'il n'y a pas un piège à ce niveau-là? Moi je vais arriver pour la double nationalité, je signale qu'il y a un projet de révision constitutionnelle qui a été retenu à l'Assemblée nationale, introduite par l'envoi, et parmi lesquels on parle de l'article 10. On doit débattre ça, on doit cesser de faire de l'hypocrisie. Beaucoup qui sont à la présidence partout ont cette double nationalité. On doit débattre ça, on doit déverrouiller ça. Moi je suis pour. Il n'y a pas que les problèmes de l'Est. Vous savez, moi j'ai des frères qui sont nés en France. Et j'ai parlé avec un frère, j'ai été ici, j'ai étudié comme les Français, mais ici on ne nous considère pas. C'est à l'âge avancé qu'on va vous dire que vous êtes un nègre, vous êtes un Congolais. Ces enfants-là sont attachés à la République. Ils veulent réintégrer la République. Donc je pense qu'ils ont besoin qu'on puisse déverrouiller. Parce qu'ils se sentent, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Mais quand vous parlez avec eux, ils se sentent plus congolais que les autres. Les présidents de la République... Nous parlons le même langage. On ne peut pas venir servir le pays que dans la politique. C'est là où il y a des problèmes. C'est pourquoi vous voyez le comportement de nos politiciens ici. Double nationalité, jamais. On peut laisser ça pour tout le monde. On doit déverrouiller. Oui, mais on peut réfléchir par palier. Réfléchir. Parce qu'en même temps, le président de la République l'a dit, c'était secret de Polichinelle. J'ai des enfants qui sont belges, mais attachés à la République. Donc, on doit ouvrir la double nationalité, moi je pense. Mais j'ai dit qu'il y aura quand même des garde-fous qui doivent être, mais on doit examiner. Ça ne doit plus être un tabou, on ne doit pas contourner cette question là-bas. Parce que c'est un problème qui se pose, il faut en débattre. Il faut en débattre parce qu'on ne peut pas dans un monde comme ça commencer... On a commencé à accuser Félix par le pouvoir, vous avez peur de l'élection, les glissements, mais là il rassure. Oui, il rassure encore que jusque-là, ce ne sont que des promesses. Ah, Vita, nous voulons que ça se concrétise. Mais laissez-moi m'exprimer. Mais au-delà de tout, j'ai vu Félix Tshisekedi, je pense que le chef de l'État doit continuer sur cette lancée. Il ne devait pas... Lui au moins il le dit, contrairement à Kabila à l'époque. Oui, il ne doit pas suivre les faucons du régime. Les faucons qui viennent avec des schémas compliqués, des gens comme des Wakendala qui vont au Parlement. Non, on doit remettre les compteurs à zéro. Il faut les... Et justement, les pièges, c'est aussi cela. Mais il a mis un bémol, il dit que ce n'est pas lié. Et Nanga nous a démontré qu'il ne faudra pas... Les recensements là doivent être quelque chose de normal dans une république. Vous savez que depuis 1980, à l'époque de Mobutu, les Congos n'a pas connu les recensements. Les recensements doivent être inscrits dans les cadres du développement pour des programmes de planification. Exactement. Nous refusons systématiquement qu'on puisse à tout moment lier ça aux élections. Mais néanmoins, on sait qu'avec les recensements, on peut avoir un fichier électoral, ça peut nous coûter moins. Mais il faudra donner les moyens à l'ONIP. Ça ne doit pas être une condition pour organiser des élections. Là, Félix, il a dit, parce que les Congolais gardent encore... S'il arrive qu'on puisse organiser le recensement, tant mieux. S'il n'a pas, mais on doit aller aux élections. On doit cesser de considérer les élections comme un don présidentiel. Les élections, c'est un droit constitutionnel du peuple congolais. Vous avez géré le pays pendant 5 ans, vous n'êtes qu'un locataire. Ce n'est pas pour rien, sous d'autres régions, on dit que le locataire du palais de la nation. Vous devez revenir sur ce peuple qui est la seule source de légitimité, de légitimation du pouvoir. Les glissements là dont les gens veulent, là, les glissements ne profitent à personne. Moi, je l'ai toujours dit, une des choses qui a fait que Kabila, son Donfait, soit bâti, c'est ces fameux glissements. Les glissements des 2 ans là n'a pas profité à Kabila. Ça a créé des tensions, il y a eu des morts. Finalement, il a présenté un défunt qui a été bâti. Il faudra que Félix Tshisekedi tire les leçons de ces glissements-là. Il n'a pas besoin de glisser, il a besoin de revenir sur ce peuple. Si les Congolais disent non, écoutez, nous pouvons vous donner notre mandat, ok. Si les Congolais n'en veulent pas, si les Congolais n'en veulent pas, ce n'est pas la fin du monde. Non. François Hollande est là. Oui. Gérard, oui. Aussi, vous allez évoquer ça, mais aussi sur une certaine fragilité de cette union sacrée majorité. Ensemble, là, pour que nous puissions avoir l'investiture aujourd'hui, ou la présence des programmes de gouvernement et l'investiture qui va s'en suivre directement, ensemble, il y a eu quand même des compromis. Il a fallu que le mot se consulte, il a fallu que lui-même le Premier ministre se consulte, finalement, le président l'a vu consulter. Ça sent un peu une certaine fragilité dans cette... Oui, justement, parce que... Ça ne craint pas en termes de... Ça saute aux yeux. Je voudrais d'abord revenir sur la question des élections rapidement et puis répondre à cette question pour dire au jeune homme Wembake,
Tshisekedi, oui, on le disait ici, je le dis ici que Tshisekedi est devenu président. Retirez les mots génome, s'il vous plaît. Oui, Tshisekedi est devenu président comment? Ne t'en fais pas. Tshisekedi est devenu président comment? Il est devenu président de la République par la voie des élections. Et moi, je ne vois pas Tshisekedi d'avoir peur des élections parce que même s'il veut un deuxième mandat, il ne l'aura qu'à travers les élections. Et ici, les erreurs de Kabila doivent servir de leçon, vous le disiez, à Tshisekedi. En 2023, vous allez nous avancer quoi comme raison? Tshisekedi ne voudra pas parce que vous savez qu'au-delà de 2016, nous avions connu un Kabila illégitime comme président de la République. Il a eu 2 ans inutilement comme ça. Logiquement, par là, Kabila n'avait plus de légitimité. Il n'avait plus de légitimité. Et en 2023, on ne voudra pas voir un Tshisekedi illégitime parce que ça deviendra quoi? Dialogue inter ceci, machin inter cela, les Faoul vont entrer en cadence. Les Sayo Lisanga qui n'ont pas politique, ils vont revenir et on va légitimer Félix par cette médiocre classe politique pour dire que bon, Toyo Kalabisotou, vous avez 2 ans sur une élection en 2023. Et moi je me dis, et là ne me prenez pas dans ma casquette de journaliste, c'est parce que je suis aussi citoyen congolais. Ici c'est vous qui posez les questions. Allons-y en 2023. Voilà les choses telles que ça. Si on va aux élections, non déplaise à ceux qui veulent, non déplaise à Wemba ou à quoi, qui battra Félix Tshisekedi? Élection, tu l'as dit dans minuit, élection Ezali. Parce que les autres parlent là. Mais Tshisekedi, c'est lui le président de la République. Il sait aussi ce qu'il fait parce que c'est un politicien. Il sait ce qu'il est en train de faire. Donc 2023, on doit aller aux élections. Si Tshisekedi aura un deuxième mandat, ce sera un mandat à Makele de l'Issou-Souté. Même cette fameuse question de l'union sacrée, quand vous étiez en train de l'évoquer, logiquement, Tshisekedi aussi n'a toujours pas les mains libres. Tshisekedi n'a pas les mains libres. Je suis bloqué. Il n'a pas les mains libres parce que c'est une autre forme de coalition aussi. C'est une autre forme de coalition. Je n'entre pas dans certains ordres que je vois là dans le gouvernement, tout ça. Il fallait les appeler, les dire ceci, soit te fâcher, soit les supplier, les faire cela, parce qu'on a affaire aux députés. Mais je dis ceci à la population. Bino Moko Bozaba témoin. L'expérience des 3 cycles électoraux que nous avons connus dans ce pays a prouvé que ce Parlement est toujours renouvelé plus ou moins à 10%. Alors, les médiocres que nous avons là, que nous voyons Balingi Mbongo trop que la population, pétitionnaire, bisobo, c'est comme si vous êtes élu député pour devenir ministre. Même dans les réformes. Mais je crois qu'il faut que la disposition de 2006 puisse revenir. Vous avez le choix entre être nommé PDG, membre du gouvernement, ambassadeur, que de rester parlementaire. Au Keikoula, le suppléant vient, tu perds ton mandat, tu peux assister à un spectacle, à Ouli, à Konga, à Rigalité, grand frère, là, petit frère, et surtout que suppléant, à la Bongo. Parce que si tu vas là-bas, tu sais que je ne reviendrai plus. Tous ces députés resteront au Parlement pour faire le travail pour lequel la population leur a envoyé. Nous sommes à la fin. Un mot et puis on termine. J'ai dit ceci. Il faudra quelques minutes, non? S'il vous plaît. On nous a pris trop de minutes quand même, Chiri. J'ai dit ceci à Pigirard là. Quand Pigirard parle, il donne l'impression vraiment à ceux qui disent que quand c'est lui qui organise les élections, que c'est lui au pouvoir, ne peut pas perdre les élections. Non, il ne doit pas faire des discours aussi triomphaliste comme ça que Tshisekedi va gagner les élections. Parce que d'un moment donné, Tshisekedi a un bilan. C'est pourquoi nous insistons sur la transparence. Il y a quand même la paire du camp de Tshisekedi. Parce que la manière dont on veut charcuter la loi Lutundula. Et c'est là où nous disons qu'il faut de la transparence. Je ne sais pas s'il est déjà dans la machine de la fraude électorale. En nous proclamant déjà Tshisekedi sera gagnant. Ne lui prête pas les intentions. Oui, je ne sais pas. Parce que moi, je sens si Tshisekedi allait gagner les élections. Il n'y aura pas toutes ces manœuvres-là. J'ai mes convictions aussi. Et ça, je rappelle, au mois d'août et de juillet, les Congolais ont été dans la rue pour réclamer les réformes. Et Lutundula a mené certaines innovations. Et nous savons dans les coulisses, l'Union sacrée a travaillé pour charcuter la loi Lutundula. Où notamment, on a mis fin à la représentation paritaire. Ils disent maintenant pas des COPEC. Ils disent maintenant si une composante comme une confession religieuse par exemple n'arrive pas à désigner un candidat, c'est l'Assemblée qui va trancher. Donc il y a là des manœuvres pour contrôler la CENI au niveau de l'Union sacrée. Donc on trouve quand même qu'il y a la paire. Nous voulons bien les élections, mais ce n'est pas n'importe quelles élections. Où on proclame déjà avant même les dépouillements. Parce que ce que nous avons connu l'année passée, nous n'en voulons pas. Et Michel, vous le savez parce que vous étiez avec la Mouka, où les résultats ont été proclamés avant même la fin des dépouillements. Pas des élections comme ça, nous voulons de bonnes élections. La CENI ne devait être là que pour constater. Nous ne voulons plus des élections où les Congolais doivent seulement voter, pas élire. On n'organise pas les élections pour plaire au peuple.
Donc, voilà. si Pire et puis Gérard est déjà... S'il vous plaît, Eric Wemba et puis Gérard ne sont à la fin de l'émission. Malheureusement, excusez une phrase. Je voulais dire que moi, tu connais, j'utilise souvent mes rhétoriques communicationnelles. Je vais tout simplement dire que si on parle de Tshisekedi, pour que je sois clair, je crois que Wemba est en train d'avoir peur pour rien. Alors, je disais que ceci voudrait dire quoi? Dans les 2 ans ici, ça malukonde là, master na soit gouvernement, maman Eve, machin, tout ça. Moutou moko à la comptable, la peuple les Tshisekedi. Donc, ce gouvernement, si Tshisekedi veut avoir, je l'ai dit, si il veut avoir un 2e mandat, ce gouvernement doit effectivement répondre aux attentes du peuple, c'est-à-dire travailler pour la population. Très bien. Et on le sait, si le bilan de Tshisekedi va être positif à travers ce gouvernement, il va être réélu. Voilà un peu ce que je suis en train de dire. Merci parce qu'en face de lui, je ne vois pas qui. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous deux. Il sera bâti. Nous allons récupérer mais il faut qu'on revienne. Oui. Nous avons pris l'Est aussi, c'est important pour parler de l'Est. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à présenter cette émission. Merci également à Eric Wemba, merci à Pierre Gérard Elenga. Merci à vous, mesdames et messieurs, vous qui avez suivi cette émission partout dans le monde. Demain, 9h30 pour un autre numéro de votre magazin Kiosque, rediffusion 18h et puis 22h à la Radio Liberté Kinshasa. Vous suivez d'ailleurs sur YouTube pour ceux qui en veulent bien. Demain, nous serons également sur ce plateau et aussi Maître Moussa qui devait être là, va être là demain. Voilà. Au revoir, à très bientôt.